Bonjour, je vous présente dans ce travail une petite biographie de Shakespeare et le résumé de son œuvre Le songe d'une nuit d'été. Donc Shakespeare, ou William Shakespeare, est né en 1564 et mourut en 1616. Est l'un des auteurs de la langue anglaise les plus populaires et les plus reconnus. Ainsi, T.S. Eliot y fait très fréquemment référence et Victor Hugo le considère comme un génie de la littérature. On attribue à Shakespeare au moins 39 pièces, dont ses collaborations, et 154 sonnets, en plus d'autres œuvres dont on ignore s'il est bien l'auteur. Les pièces de Shakespeare peuvent être divisées en trois catégories. Les comédies, comme Le songe d'une nuit d'été, ou Beaucoup de bruit pour rien. Les tragédies, dont Othello et Hamlet. Les pièces historiques comme Henri V ou Henri III ou Richard III, qui retracent l'histoire des grands rois d'Angleterre. Ces catégories sont parfois plus poreuses qu'il n'y paraît, notamment dans les pièces les plus tardives comme La Tempête ou Le Conte d'hiver. L'importance de Shakespeare dans le monde du théâtre élisabétain est reflétée par la publication de ses pièces en 1623 dans le First Folio, qui est une édition quasi complète de ses œuvres dramaturgiques et qui contient 36 pièces, dont certaines n'avaient jamais été publiées. À l'époque, les pièces étaient manuscrites et leur publication imprimée dépendait de leur succès et de la renommée de l'auteur. Ainsi, le format du folio, s'il n'était pas rare, était tout de même un format prestigieux dans la mesure où il inscrivait les écrits d'un auteur dans le temps, alors que la représentation est par essence éphémère. En ce qui concerne le songe, il avait déjà été publié auparavant en 1600. En ce qui concerne le songe, il avait été déjà publié en 1600, le résumé de la pièce. Au début de la pièce, Thésée, le duc d'Athènes, doit se marier sous 4 jours avec Hippolyta. Il est interpellé par Égée, le père d'Hermia, qui lui réclame justice parce que sa fille refuse d'épouser celui qu'il a choisi pour elle, Démétrius, au profit de Lysandre, dont elle est éperdument amoureuse. Le duc indique à Hermia que si elle n'accepte pas d'épouser Démétrius, il devra mourir ou rentrer au couvent. Hermia planifie donc de s'enfuir avec Lysandre pour se marier hors d'Athènes. Elle confie ce projet à Helena, une jeune fille avec qui elle entretient une relation quasi sororale, mais qui est amoureuse de Démétrius. Sororale, une relation de sœur, je pense. Sororale, relative à la sœur. Fraternité pour les garçons. Pour se marier, il confie ce projet à Helena, une jeune fille avec qui il entretient une relation quasi sororale, mais qui est amoureuse de Démétrius. Pour essayer d'obtenir les faveurs de ces derniers, Helena lui parle de la fuite secrète de Lysandre et d'Hermia. Pour essayer d'obtenir les faveurs de ce dernier, Helena lui parle de la fuite secrète de Lysandre et Hermia. Tous les jeunes gens s'élancent alors dans la forêt. Dans cette forêt se trouvent aussi des artisans qui veulent monter une pièce de théâtre pour célébrer les noces de Thésée, malgré leur manque d'expérience dans ce domaine. En parallèle, dans le monde magique des fées, le roi Oberon se dispute avec la reine Titania à propos d'un enfant,
que chacun voudrait s'accaparer et qui est en possession de Titania. Afin d'obtenir l'enfant, Oberon ordonne à son fidèle servant. Afin d'obtenir l'enfant, Oberon ordonne à son fidèle servant, le Farfadet. Le Farfadet, Puck, au Robin Goodfellow, de faire en sorte que Titania tombe amoureuse de la première chose qu'elle verra en se réveillant, grâce à une fleur magique dont il déposera le sucre sur les yeux. Il remarque également les jeunes gens dans la forêt et ordonne à Puck de faire tomber Démétrius amoureux d'Helena. Voilà, parce qu'il l'ignore habituellement, normalement. Malheureusement, Puck se trompe de jeune homme et Lysandre se tourne d'Hermia. Ah, voilà. Alors que Titania est endormie sur scène, les artisans, alors que Titania endormie sur scène, les artisans entrent pour répéter leurs pièces et Puck qui s'ennuie. Alors que Titania est endormie sur scène, les artisans entrent pour répéter leurs pièces et Puck qui s'ennuie transforme la tête de Bottom. L'un des acteurs en celle d'un âne. Nia est endormi sur scène. Les artisans entrent pour répéter leurs pièces. Et Puck qui s'ennuie transforme la tête de bête de Bottom, l'un des acteurs, en celle d'un âne. En s'éveillant, Titania voit Bottom transformé et en tombe éperdument amoureux. Puck fait son rapport à Oberon. Et Sordi se rend compte de l'erreur de son maître. Se rendant compte de l'erreur, dépose le sucre d'amour sur les yeux de Démétrius. Lysandre et Démétrius, désormais fous d'amour, poursuivent Helena de leur assiduité, provoquant une dispute avec Hermia. Tous finissent par s'endormir et Puck rétablit l'ordre en ramenant Lysandre auprès d'Hermia. Oberon, ayant finalement obtenu l'enfant, lève le charme de Titania et demande à Puck de rendre son apparence humaine à Bottom. Tous se réveillent et voyant que le triangle amoureux a disparu. Thésée accepte qu'Hermia épouse Lysandre si Helena épouse Démétrius. Dans le dernier acte, les artisans jouent leur pièce, Pyrrhon et Thisbe, devant une assistance plus ou moins bienveillante, avant que le duc n'envoie tout le monde se coucher. L'effet revient pour définitivement rétablir l'ordre. Voilà le résumé. On entre la thématique. Thématique autre là. Alors entrelacement, enchevêtrement, imbrication, nœud, ornement de vigne et de feuillage. La pièce aborde une très grande variété de thèmes, mais la question amoureuse semble jouer un grand rôle. Le mot love apparaît 160 fois dans la pièce, contre 14 fois pour Date. Par exemple, le mot dream et le mot dream apparaît 16 fois dans la scène 1 de l'acte 1. Le mot love représente 1,5 des mots, par exemple, ce qui montre son omniprésence. Différentes formes d'amour sont présentées dans la pièce, du duo parfait à la chasse amoureuse comique en passant par le triangle amoureux tragique. Le son joue sur les formes amoureuses en les inscrivant dans la mémoire. Des mythes qui sont très nombreux dans la pièce, dans un mélange de traditions littéraires. La question de la mémoire n'en est pas moins épineuse.
et elle est intimement liée à la question du songe. Dans la pièce, les personnages qui rêvent ont tendance à rejeter le rêve car ils semblent trop irrationnels. Ils ne font pas entrer les songes dans le monde réel auquel ils appartiennent, ignorant que ce sont ces songes qui les ont en partie modelés. On est loin ici d'un songe qui suscite une action consciente. Ainsi, du lyrisme pétrarchiste à l'humour scabreux des comédies plotiniennes. L'amour et la mémoire sont présentés dans toute leur multiplicité dans le songe, grâce des références et des possibilités d'interprétation variées. Le songe joue sur les formes amoureuses en les inscrivant dans la mémoire des mythes, qui sont très nombreux dans la pièce, dans un mélange de traditions littéraires. La question de la mémoire n'en est pas moins épineuse et elle est intimement liée à la question du songe. Dans la pièce, les personnages qui rêvent, ont tendance à rejeter leurs rêves, car ils semblent trop irrationnels. Ils ne font pas entrer les songes dans le monde réel auquel il appartient, ignorant que ce sont ces songes qui les ont en fait, les ont en partie modelés. On est loin ici d'un songe qui suscite une action consciente. Ainsi, du lyrisme pétrarchiste à l'humour scabreux des comédies plotiniennes. L'amour et la mémoire sont présentés dans toute leur multiplicité dans le songe, grâce des références et des possibilités d'interprétation variées. Ce socle littéraire multiple permet de développer la question amoureuse grâce à un jeu de signification et de connotation. Et à l'inverse, ce sont les amours qui soutiennent l'intrigue de la pièce et créent la possibilité même de sa représentation. Ensemble, la mémoire donne du relief à la question amoureuse et la question amoureuse permet d'inscrire la pièce dans les mémoires dans une forme d'interconnexion. Le motif du songe joue un rôle capital dans cette relation. Le motif du songe joue un rôle capital dans cette relation d'interdépendance. Il questionne la possibilité de comprendre ce qui se joue et ce qui s'est passé en le liant à des connaissances préexistantes. Mais le fait même que la pièce soit un songe pose la question de la valeur de l'amour et de la mémoire qui est présentée au public. Doit-on faire mémoire du songe et des interprétations, notamment amoureuses, qu'il propose, ou bien ni voir que du Silstouf, comme Hippolyta? Ces interrogations seront abordées à la fois à la lumière du texte original en anglais et de la traduction française dans un va-et-vient très éclairant qui permet de souligner toute la richesse du texte. Pour plus de facilité, nous nous appuierons sur une numérotation du texte anglais de l'édition de référence de Jean-Michel Desprats et Gisèle Venet. La numérotation est réinitialisée au début de chaque acte. Une Arcadie, sens dessus-dessous, harmonie des contraires et mémoire du mythe. De crise conjugale mythifiée. Un entrelac de crise conjugale mythifiée. Un Arcadie. Un Arcadie. Péloponnèse. Utopie. Terre idyllique, pastorale et harmonieuse. Une utopie Arcadie. Ce qui devrait être de sens dessus-dessous. Sens dessus-dessous.
sens dessus-dessous. Harmonie des contraires et mémoire du mythe. Un autre là de crise conjugale mythifie. Athènes. La pièce ouvre un dialogue entre Thésée et Hippolyta, dont les seuls noms suffisent. Dès le premier vers, à savoir où l'action se situe, cela se précise ensuite avec la mention des jeunes Athéniens, qui renseigne le spectateur sur le lieu exact, et ce lieu n'est pas anodin. Athènes est un motif récurrent dans les pièces antiques, qu'il s'agisse de comédie ou de tragédie. Chez les Latins, par exemple, Terence prend souvent pour personnage des Athéniens dans ses comédies. Quant à Sénèque, il reprend des motifs et des récits mythologiques qui parfois se passent à Athènes ou impliquent des personnages athéniens. Athènes semble donc être un lieu de théâtre. Et ce, d'autant plus dans une première modernité qui redécouvre les pièces antiques. Ainsi, mentionner Athènes dès les premières lignes du songe semble avoir deux fonctions. D'abord, il s'agit de contextualiser la pièce, et les 20 premiers vers remplissent cette fonction en nommant tous les personnages, en précisant leur statut et en indiquant le lieu de la pièce, ce qui garantit une bonne compréhension de l'action à venir. Ensuite, mentionner Athènes permet de s'inscrire dans la lignée du théâtre antique et de laisser entrevoir au public les jeux à venir dans la pièce. Ces enjeux sont esquissés plus clairement avant l'intervention d'Égée. Ces enjeux sont esquissés plus clairement avec l'intervention d'Égée, qui donne à Athènes une dimension agonistique. Et qui met en place les conditions d'une tragédie. La pièce s'ouvre sur une peine de mort conditionnelle prononcée par Thésée. Et elle ne semble pas pouvoir être contournée, conformément à la loi. Athènes devient alors symbolique pour le lieu de la loi cruelle et donc de l'ordre absolu. Thésée, en tant que duc, se fait le représentant de cette loi et indique vouloir l'appliquer avec fermeté. Et, par ce biais, incarne l'institution athénienne et ses lois. Égée, en faisant appel à Thésée pour résoudre son différend avec sa fille, reconnaît cette institution et par le fait même son autorité. Impossible donc pour Hermia de s'opposer à ce pouvoir absolu. On a dit Égée, en faisant appel à Thésée pour résoudre son différend avec sa fille, reconnaît cette institution et par le fait même son autorité. Impossible donc pour Hermia de s'opposer à ce pouvoir absolu. La fuite hors d'Athènes devient alors synonyme de vie pour la jeune fille. Mais elle acte également la vie de la pièce. Car si Hermia acceptait d'épouser Démétrius ou de mourir pour son amour de Lysandre, le songe n'aurait plus d'intrigue. Ouais. Mais elle acte également la vie de la pièce. Si Hermia acceptait d'épouser Démétrius ou de mourir pour son amour de Lysandre, le songe n'aurait plus d'intrigue. Le lieu de l'ordre est donc à fuir. D'autant pour les personnages que sur le plan métalittéraire, puisqu'il crée la possibilité de la pièce. Cela semble annoncer une pièce sens dessus-dessous, tant dans l'intrigue que dans l'écriture, avec un possible bouleversement des attendus. Cela augure aussi une forme de connexion entre Athènes et la forêt. Augurer, est-ce que... Je connais juste présage, le nom. Augurer. Mais le verbe
Pardon. Augurer. Deviner, pressentir par certaines observations que l'on a faites ou d'après certains signes que l'on a remarqués. La possibilité de la pièce semble annoncer une pièce sans dessus-dessous, tant dans l'intrigue que dans l'écriture, avec un possible bouleversement des attendus. Cela augure aussi une forme de connexion entre Athènes et la forêt. Et dans la mise en scène de Dal Nel au théâtre du Globe en 2014, cette continuité se retrouve dans le décor. Alors qu'Athènes est figurée par les ombres de piliers antiques, grâce à des projecteurs jaunes sur un drap tendu qui sert de fond de scène. Lorsque la scène se déroule dans la forêt, les lumières deviennent vertes. Les lumières deviennent vertes et les ombres ne sont plus celles de piliers mais d'arbres. En quittant Athènes pour la forêt, Hermia et Lysandre choisissent la liberté dans un décor associé au motif de la littérature pastorale. En quittant Athènes pour la forêt, Hermia et Lysandre choisissent la liberté dans un décor associé au motif de la littérature pastorale. Mais au lieu d'y trouver repos et harmonie, la crise s'accentue. Cela est d'abord le résultat du fait qu'Héléna et Démétrius emportent leur grief hors d'Athènes et dans la forêt. Cela est d'abord le résultat du fait qu'Héléna et Démétrius emportent leur grief hors d'Athènes et dans la forêt, sans que le lieu ne transforme la nature des sentiments, mais également du fait que la forêt est le lieu de dispute entre Obéron et Titania. La forêt se présente comme le lieu de la crise conjugale. La forêt se présente comme le lieu de la crise conjugale, plutôt que d'être le lieu par excellence où les amants se retrouvent pour vivre leur amour pastoral. Cela fait écho à ce que la forêt représente en termes symboliques pour le public et les habitants d'abord. Il figure l'extérieur par excellence, dans une opposition avec l'ordre et l'intérieur. Ici, Athènes. Ensuite, la forêt est également le lieu de la rencontre symbolique entre nature et culture, entre civilisation et sauvagerie, un motif qui est hérité du Moyen Âge, une époque dont la littérature met en avant des quêtes initiatiques, chevaleresques, qui peuvent en partie s'accomplir dans les forêts. Dans les légendes arthuriennes, la forêt est le lieu de l'initiatique, en ce qu'elle est labyrinthique et sauvage. En ce qui concerne les amoureux, le motif de la forêt est clair. La traversée, c'est traverser toutes sortes d'épreuves sur le monde de l'initiation, avant d'être récompensé par le vrai amour. Lorsqu'il rencontre Athènes, l'initiation amoureuse est en même temps une initiation au monde. L'initiation amoureuse est en même temps une initiation au monde, d'où le choix du lieu qui figure le motif amoureux par métaphore. Cette quête se trouve résumée dans les clausules de vers 1, 2, 1. Page 180, 194. On lit. Attendez. Clausule. En ce qu'elle est labyrinthique et sauvage, en ce qui concerne les amoureux, le motif de la forêt est clair. La traversée, c'est traverser toutes sortes d'épreuves sur le monde de l'initiation, avant d'être récompensé par le vrai amour lorsqu'il rencontre Athènes.
L'initiation amoureuse en est en même temps une initiation au monde, de le choix du lieu qui figure le motif amoureux par métaphore. L'initiation amoureuse est en même temps une initiation au monde, d'où le choix du lieu qui figure le motif amoureux par métaphore. Cette quête se trouve résumée dans les clausules de vers en 2.1. On lit dans l'ordre notes, Hermia, me, wood, Hermia, etc. No more. Dans cet extrait, Démétrius semble coincé dans une boucle presque en miroir qui retrace son parcours dans la pièce. Hermia ne l'aime pas. Notes Hermia. Il tente de la ramener à lui. Puis les amoureux se retrouvent dans la forêt en deux temps. D'abord, il cherche Hermia avec Helena. Puis il poursuit Helena de ses assiduités, ce qui est illustré par les deux occurrences finales de Wood. Et enfin, il se désintéresse définitivement d'Hermia pour épouser Helena. Hermia no more. Cela illustre bien la centralité des lieux dans l'arc narratif des amoureux. La forêt sert également d'initiation à la troupe théâtrale menée par Peter Keynes. Les hommes se retrouvent dans le bois pour être initiés à la pièce qu'ils vont jouer au mariage de Thésée et d'Hippolyta. Et ce faisant, ils se heurtent à divers problèmes. L'hybris de Bottom, une répartition des rôles qui ne sied pas à tous, la difficulté d'apprentissage et enfin les erreurs de texte. Rappelons cependant que la quête initiatique est partielle puisque la plupart des embûches rencontrées par la troupe ne seront pas vraiment contournées lors de la représentation. D'Athènes au bois, le décor dans lequel la pièce a lieu annonce des crises conjugales par le biais de représentations mythiques ou symboliques. Pour autant, les lieux en question, censés être connus du public, sont subvertis en s'appuyant non sur une unique tradition littéraire, mais bien plusieurs. En somme, rien ne peut être considéré comme évident ou comme acquis. Et les crises peuvent... rien ne peut être considéré comme évident ou comme acquis. Et les crises peuvent à tout moment briser l'ordre établi. Des modèles amoureux classiques funestes. Des modèles amoureux classiques funestes. Très bonne entrée. C'est extraordinaire ça. Proleptique. Proleptique. Très bien. C'est extraordinaire ça. Des modèles amoureux classiques funestes. Pour un public ou un lectorat familier des mythes grecs et latins, les multiples références aux modèles amoureux sont loin d'être obscures. Et cette familiarité est double. D'abord héritée des traductions des œuvres latines par Jacques Amyot, puis William Golding, mais également des réécritures médiévales de ces thèmes sous la plume de Chaucer par excellence. Ainsi, au début du conte du chevalier, premier des contes de Canterbury, Thésée épouse Hippolyta avant de partir en Angleterre. À son retour, au début du conte du chevalier. Ainsi, au début du conte du chevalier. Premier des contes de Canterbury. Ainsi, au début du conte du chevalier. Premier des contes de Canterbury. Thésée épouse Hippolyta avant de partir en guerre. À son retour, deux de ses prisonniers, Arcite et Palamon, se prennent
de la même femme. Émilie, la sœur d'Hippolyta. Après des années d'errance, les deux jeunes hommes se retrouvent dans un bois et s'y affrontent. Je relis, pardon. Ainsi, au début du conte du chevalier, premier des contes de Canterbury, Thésée épouse Hippolyta avant de partir en guerre. À son retour, deux de ses prisonniers, Arcite et Palamon, s'éprennent de la même femme, Émilie, la sœur d'Hippolyte. Après des années d'errance, les deux jeunes hommes se retrouvent dans un bois et s'y affrontent. Mais leur affrontement est interrompu par Thésée, qui promet au vainqueur la main d'Émilie. Palamon prie Vénus de pouvoir se marier avec Émilie, tandis qu'Arcite demande à Mars la victoire. Lors du combat, Arcite est d'abord déclaré vainqueur par Thésée, car Palamon est blessé. Mais grâce à l'intervention de Vénus, son cheval le désarçonne et Arcite est aux portes de la mort. Il demande alors à ce qu'Émilie épouse Palamon. En tentant son roman courtois de tragédie, Chaucer joue avec les codes littéraires, comme Shakespeare par la suite dans Le Songe. Les points communs entre les deux œuvres sont très nombreux. Elles commencent et se terminent sur le thème du mariage. Certains personnages sont similaires, des divinités. Chez Shakespeare, des fées interviennent pour régler les intrigues amoureuses après un duel dans les bois. De nombreux points de convergence apparaissent entre le songe et les contes de Canterbury, dont le succès laisse à penser que le public pouvait identifier les liens entre les deux œuvres. Pour qui a lu Chaucer, l'aspect tragique de la mort. L'arcite laisse présager la possible mort de Lysandre et Démétrius. Cela n'arrive pas dans le songe. Mais la référence à Chaucer donne une connotation funeste au triangle amoureux entre Hermia, Lysandre et Démétrius. Le personnage de Thésée, s'il est présenté comme heureux en mariage avec Hippolyta, fait également émerger un modèle amoureux qui n'invite pas à l'optimisme marital. D'après Homère, Thésée est un héros qui, grâce au fil tendu par Ariane, vainc le Minotaure avant de s'enfuir avec sa belle, qu'il abandonne ensuite sur une île où elle sera recueillie par Dionysos. Après cet abandon, Thésée épouse Hippolyta, reine des Amazones, qu'il a soumise par la force. Et de cette union naît Hippolyte. Cela est confirmé par Sénèque dans sa tragédie Phèdre, qui pour son beau-fils Hippolyte. Dans la pièce, Phèdre avoue son amour à Hippolyte, qui la rejette. Pour se venger, Phèdre accuse son beau-fils de l'avoir menacé auprès de Thésée. Et ce dernier implore Neptune de venger son honneur et celui de sa femme. Neptune envoie alors des chevaux marins qui tuent Hippolyte. Mais Phèdre, rongé par la douleur et le remords, avoue son stratagème avant de se suicider. Le fait même que Thésée se marie à Phèdre. Le fait même que Thésée se marie à Phèdre sous-entend bien qu'Hippolyta n'est plus, selon certaines traditions, elle est située au cours de l'Amazonomachie. Le parcours de Thésée est donc jonché d'abandon et de morts plus ou moins violentes, ce qui semble l'inscrire dans un cadre héroïco-tragique. On rappellera également que Thésée est présent lors des noces de Pirithos, au cours desquelles les centaures enlèvent et violent Hippodamie, la femme de Pirithos, ainsi que des femmes lapides. Cet épisode est d'ailleurs rappelé dans la pièce. L'existence de Thésée est donc entourée de faits tragiques et funestes. L'existence de Thésée est donc entourée de faits tragiques et funestes
qui permettent de douter de la félicité de ses noces avec Hippolyta. Cela est rappelé de façon explicite par Oberon, qui fait la liste des conquêtes de Thésée, à savoir Périgénie, Ariane, Églé, Antiope et Phèdre. Dans ce passage, le rythme ternaire with fire, eagles with Ariane and Antiopa semble créer une boucle qui fait des conquêtes de Thésée un éternel retour, comme si ces mariages étaient condamnés à ne pas durer, créant seulement la possibilité d'un amour funeste. Les amours dont le songe s'articule également autour du mythe de Pyrame et Thisbé, qui est raconté par Ovide. D'après l'auteur latin, Pyrame et Thisbé sont deux jeunes amants qui s'enfuient pour vivre leur amour. Dans leur fuite, ils doivent se retrouver sous un mûrier blanc afin de partir ensemble. Alors que Thisbé arrive la première, une lionne à la gueule ensanglantée la fait fuir mais déchire son voile. Avant de s'en aller, Pyrame, en arrivant sous le mûrier, découvre le voile ensanglanté par les traces de la lionne. Il en déduit que sa belle a été victime de l'animal et de l'heure se suicide. Thisbé, en revenant sur les lieux, découvre le cadavre de Pyrame et se donne la mort. Se donne la mort. Se donner la mort. Se donner la mort. Est-ce que c'est une expression figée ou uniquement le verbe se donner avec une couleur sémantique? Se donner. Ah, se donner la mort. Par euphémisme. Locution verbale. Mettre fin à ses jours. Partir de ce monde de ses propres moyens. Partir de ce monde de ses propres moyens. Partir de ce monde de ses propres moyens. Très bonne expression. Se donner la mort. D'après l'auteur latin, on a dit Pyrame et Thisbé sont deux jeunes amants qui s'enfuient pour vivre leur amour dans leur fuite. Ils doivent se retrouver sous un mûrier blanc afin de partir ensemble. Alors que Thisbé arrive la première, une lionne à la gueule ensanglantée la fait fuir mais déchire son voile. Avant de s'en aller, Pyrame, en arrivant sous le mûrier, découvre le voile ensanglanté et les traces de la lionne. Il en déduit que sa belle a été victime de l'animal et de l'heure se suicide. Thisbé, en revenant sur les lieux, découvre le cadavre de Pyrame et se donne la mort. Même si la troupe rejoue cette tragédie de façon comique et burlesque, le mythe tragique plane tout de même sur la pièce à travers le motif de la fuite des amants, qui peut donc mal se terminer, mais également à travers le motif du suicide qui est évoqué à plusieurs moments dans le songe, notamment à travers la référence à Didon faite par Hermia. Pyrame et Thisbé incarne ainsi un amour impossible, à tel point qu'il ne peut se résoudre que par l'amour. Pyrame et Thisbé incarne ainsi un amour impossible, à tel point qu'il ne peut se résoudre que par l'amour. La mort, pardon. Enfin, la pièce s'appuie sur des modèles amoureux proposés par Apulée dans ses métamorphoses. Enfin, la pièce s'appuie sur des modèles amoureux proposés par Apulée dans ses métamorphoses. Chez Apulée, on lit le récit des amours d'Eros et Psyché. Psyché et Cupidon, dans la bouche d'une vieille femme. Oh là là! Dans la bouche d'une vieille femme qui parle à une jeune fille. La jeune fille a été volée par des brigands, ce qui fait par ailleurs appel au motif de la transmission du savoir et du maintien d'une mémoire populaire. Dans ce passage, Psyché est décrite comme une mortelle d'une très grande beauté, si grande qu'elle est admirée par tous, provoquant la jalousie d'Aphrodite,
qui demande alors à Eros de faire tomber Psyché amoureuse de la plus vile des créatures. Mais Eros, maladroit, se blesse l'une de ses flèches et tombe amoureux de Psyché. Sur les conseils d'un oracle, elle est abandonnée sur un rocher, duquel elle est sauvée et conduite dans un endroit merveilleux où Eros la rejoint la nuit et la quitte avant l'aurore. La seule condition de ce bonheur est que Psyché ne cherche jamais à connaître l'identité d'Eros. Curieuse et terrifiée à l'idée que son mari puisse être un monstre, Psyché profite pourtant de son sommeil pour découvrir son mari à la lueur d'une lampe dont une goutte d'huile tombe, réveillant Eros et provoquant sa fuite. Désespérée, Psyché se rend chez Aphrodite qui la soumet à une série d'épreuves. Oui, au terme desquelles elle sombre dans un sommeil proche de la mort. Eros, qui s'est échappé du palais d'Aphrodite, la ranime et l'emmène devant Zeus pour qu'il se marie. Psyché accède alors à l'immortalité. Comme dans le songe, c'est la jalousie qui est à l'origine de l'amour entre un personnage d'une grande beauté, Titania, et un personnage vil, Bottom transformé en âne. En outre, tout comme Eros se blesse avec sa propre flèche, la fleur dont se saisit Puck pour provoquer l'amour est le résultat d'une flèche perdue de Cupide. Au-delà du mythe d'Eros, l'œuvre d'Apulée met également en scène une relation sexuelle entre un homme transformé en âne, Lucius, et une humaine, plus précisément une matrone. Oui, une matrone. L'Andorre, oui. Un roman que j'ai lu, j'ai relu et que je connais par cœur. Une matrone. Soit une femme mariée. Donc pour la punir, il sera proie à un âne, proie sexuelle à un âne. Parce qu'il était un criminel professionnel. Soit une femme mariée. La ressemblance avec la relation entre Bottom et Titania est frappante, même si on ignore tout l'aspect véritablement sexuel des relations entre les deux personnages. Pour autant, la menace d'une forme de zoophilie et du viol plane sur la scène, malgré son aspect ouvertement comique. Dominique Dromgold, dans sa mise en scène au théâtre du Globe en 2013, joue d'ailleurs sur cet aspect. Bottom est affublé d'une tête ainsi que d'une queue d'âne, et tandis qu'il discourt, Titania joue avec cette queue d'âne, suggérant un sous-texte sexuel. Il semble ainsi que la pièce est articulée autour de couples en crise et d'amour malheureuse. Un amour malheureuse et tragique. Malgré le ton léger de l'auteur dans la reprise de ses motifs antiques et médiévaux, il crée un réseau de connotations qui, pour qui les maîtrise, ne permet pas d'envisager la question amoureuse sereinement. L'appel au mythe, un jeu de connotations à valeur proleptique. Les mythes. 43 minutes de lecture, c'est déjà important pour moi. 1 minute de repos et je reprends.
l'appel au mythe, un jeu de connotation à valeur proleptique. Proleptique. Prolepse, le fait de prévenir ce qui va arriver. Ouais. Proleptique, prolepse, analepse. Analepse et prolepse. Analepse. Analepse. Narratrice, analepse. Prolepse. Un flashback, cinéma. Prolepse, analepse et prolepse. Flashback, ouais. Au-delà des mythes évoqués plus longuement et ou auxquels les références sont plus nombreuses. La pièce est également parsemée d'évocations plus brèves et peut-être moins évidentes à d'autres mythes. Ce réseau de références fait appel à la mémoire des mythes et demande davantage d'attention de la part du public pour la part lettrée de ce dernier. Identifier ces références n'est pas en soi crucial pour la compréhension générale de la pièce, mais cela permet un jeu de connotation et d'éclairage à valeur proleptique. Comprendre ces références, c'est comprendre l'ampleur de la crise conjugale. Exactement. Très bon style. Au-delà des mythes évoqués plus longuement ou auxquels les références sont plus nombreuses, la pièce est également parsemée d'évocations plus brèves et peut-être moins évidentes à d'autres mythes. Ce réseau de références fait appel à la mémoire des mythes et demande davantage d'attention de la part du public. Pour la part, les traits de ce dernier. Identifier ces références n'est pas en soi crucial pour la compréhension générale de la pièce, mais cela permet un jeu de connotation et d'éclairage à valeur proleptique. Comprendre ces références, c'est comprendre l'ampleur de la crise conjugale. Dès le début de la pièce, Égée est caractérisé par sa volonté de contrôle sur sa fille et ne cesse de rappeler qu'elle lui doit obéissance et qu'elle est sienne. Ce à quoi Thésée ajoute qu'Hermia. Ce à quoi Thésée ajoute qu'Hermia doit obéir. Père, qu'il a modelé dans la cire. Excusez-moi, un mot est venu à ma mémoire, je voudrais le sordidité. Sordidité. Qui est sale, qui fait preuve d'avarice, qui montre de l'avarice, qui est vil, qui est répugnant en parlant des choses. Sordidité. Ces différentes interventions, on appelle assez distinctement au mythe de Pygmalion, un sculpteur qui tombe désespérément amoureux d'une de ses statues. Ce à quoi Thésée ajoute qu'Hermia doit obéir à son père qui l'a modelé dans la cire. Ces différentes interventions, on appelle ainsi distinctement au mythe de Pygmalion, un sculpteur qui tombe désespérément amoureux d'une de ses statues. Aphrodite, déesse de l'amour, donne vie à la statue. Galatée, qui épouse alors son sculpteur. Au-delà du triangle amoureux dans lequel Hermia se trouve déjà convoqué, le mythe de Pygmalion crée des sous-entendus incestueux qui soulignent le contrôle d'Hermia par Égée. Pygmalion, le mythe de Pygmalion. Oh, je ne connais pas ce mythe-là. Certaines références ont clairement une valeur proleptique.
soit qu'elle indique les conséquences possibles de certaines actions, soit une lecture possible de la pièce. Dans le premier cas, la colère destructrice de Titania semble proposer une vision de ce qui pourrait arriver si Oberon et Titania ne se réconciliaient pas. La description de la colère de la reine est l'occasion d'une longue tirade de 117 page 82-92 qui décrit les effets que leur mésentente a eu et a toujours sur le monde et qui n'est pas sans rappeler les 7 plaies d'Égypte. La deuxième partie de cette description, à partir de 1, détaille un hiver trop long et trop rude dont l'impact sur les hommes se fait sentir. Ce qui constitue une référence directe à Proserpine qui, force d'épouser Pluton, doit descendre aux enfers avec son époux 6 mois par an, 6 mois au cours desquels sa mère Cérès ainsi que la terre la pleure, donnant lieu à l'hiver. De la même façon, dans le songe, la mésentente entre Titania et son époux sème une discorde agricole qui rompt l'ordre pastoral. Le parallèle entre Titania et Prospérine va plus loin encore si l'on songe à Chaucer dans les Contes de Canterbury. Le roi et la reine des fées apparaissent sous les noms de Pluton et Prospérine. Titania peut donc bien être assimilée à Prospérine selon un double héritage littéraire, et cela permet au public de se projeter dans les possibles conséquences d'une mésentente durable. 6 mois d'une terre infertile et de catastrophes naturelles. La fertilité associée au personnage de Titania transparaît d'ailleurs dans la mise en scène de David Tobin pour la Royal Shakespeare Company en 2016, dans laquelle Titania apparaît entourée d'enfants. L'intertextualité peut aussi figurer le temps que la pièce va avoir. Lorsque Hermia se compare à Didon, on peut y voir une possibilité tragique selon laquelle la mort est la seule réponse à un amour non réciproque. Pourtant, il convient de s'interroger sur cette référence. Elle est prononcée par Hermia à un moment où rien ne laisse présager que son idylle avec Lysandre puisse être perturbée. Elle invoque donc un amour tragique pour décrire un amour en pleine réalisation. La référence semble hors de propos, ce qui teinte l'intervention de comique et indique la manière dont il faut comprendre les nombreuses références littéraires et culturelles de la pièce. Rien ne doit être pris pour argent comptant. Enfin, le rythme mime porte en lui la trace d'héritage littéraire. Dans le songe, la versification varie autant que le mythe, en fonction des interlocuteurs et des situations. Le dramaturge conjugue et mêle les différentes formes de sorte que le public ne s'endort pas et qu'il prête attention aux différents niveaux de sens. Lorsque les faits se présentent, par exemple, les 4 premiers vers sont des trimètres critiques. Le critique étant une forme qu'on retrouve dans les clausules ciceroniennes ainsi que dans les comédies de plot. Puis les 3 vers suivants sont des trimètres trochaïques avec un pi masculin supplémentaire. Indiquerait-il la prééminence masculine chez les faits et donc la victoire d'Oberon. Avant d'en arriver au tétramètre iambique rimé et qui est l'une des formes les plus utilisées dans la poésie britannique, notamment dans les chansons du folklore. Tous les styles semblent donc se mêler dans le rythme. Dans un double jeu mémoriel, le dramaturge convoque des mythes dont le public doit se souvenir afin de se projeter dans les multiples strates
de sens de la pièce. La mémoire du mythe est parfois subvertie dans une forme de catharsis comique aux accents tragiques, donnant lieu à des interprétations multiples. Du sexe à la sécession, de l'amour édénique à l'amour physique. Je m'arrête là. Au revoir.